49.3, c'est le nom d'un article de la Constitution de la Ve République. L'article 49, alinéa 3. Après délibération du Conseil des ministres, le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée sur un texte, un projet de loi. Et ce texte, il est adopté sans vote, sans amendement. Les débats s'arrêtent instantanément. Le texte est adopté sans le moindre vote, à moins qu'une motion de censure ne soit déposée, ce sera le cas, et adoptée, ce qui entraînerait la démission du gouvernement et ce qui n'a aucune chance de se produire. Si c'est possible, c'est mieux de ne pas l'utiliser. Pour ça, il faut un débat normal et pas de l'obstruction parlementaire. La majorité se repaît d'une prétendue obstruction, ne supportant pas le véritable débat démocratique que nous avons initié et qu'elle voulait éviter à tout prix. Parce que ce débat, engagé grâce aux oppositions, met en exergue les nombreuses questions de fond, questions auxquelles vous n'êtes pas capable de répondre. Est-ce que vous pouvez dire aux Français comment va être calculé le point de retraite, madame? Vous ne le savez pas. Oui, vous ne le savez même pas. Comment va être calculé le point de retraite, madame? Mais enfin... Est-ce que vous pouvez expliquer aux Français? Mais bien sûr... On va malheureusement pas pouvoir ouvrir cette discussion. Hein? Si je vous ai expliqué c'est un placement à taux répertorié sur la base des indices compensés qui est le plus adapté aux fluctuations indexatoires fixées à 0,38% de l'once sur les cours d'ouverture obligataires, c'est simple. La valeur du point évoluera à minima sur celle de l'inflation pour arriver très vite à un index qui sera, cet indicateur, en 2042, celui du revenu moyen d'activité par tête. En décembre dernier, quand Édouard Philippe présente sa réforme, il précise que les retraites augmenteraient désormais au même rythme que les salaires. Pendant les débats au Parlement, on a appris que les retraites seraient finalement indexées sur ce qu'on appelle le revenu moyen d'activité par tête, qui est un indicateur qui n'existe pas encore, qui vient d'être inventé par le gouvernement et qui augmentera moins rapidement que les salaires, c'est donc moins intéressant. Et cela, sans les interventions des députés de l'opposition, on ne l'aurait jamais su. Revenu moyen d'activité par tête sera composé à 7/10 du salaire moyen par tête pour les salariés, de celui des fonctionnaires à hauteur de 20%. On indexe la valeur à l'achat de la même façon que sur le service. Et ça concerne essentiellement les risques posturaux qui sont souvent les éléments de débat. Nous avons organisé un certain nombre d'amendements qui permettra de flécher les 5%. Ils peuvent décider entre eux de ce qu'on appelle des swags de cotisation. Sur les évaluations momentanées des moratoires d'actionnariat obligatoire et entubatoire, ce qui fait qu'il vous reste seulement... Ah non, pardon, vous nous devez 216 492 francs, monsieur Gentil. Oui, ça c'est pour tout de suite, oui, monsieur Gentil. Beaucoup de députés, de la majorité comme des oppositions, ont dû faire face dès le début de leurs travaux à une stratégie d'obstruction délibérée de la part d'une minorité qui avait pour unique finalité d'empêcher la tenue du débat ou d'interdire le fait que l'on puisse arriver à son terme. Prétexter du peu de qualité des débats parlementaires pour avoir recours au 49.3 peut vite ressembler à de la mauvaise foi, car dans les débats ayant eu lieu, les interventions des députés de la majorité n'ont pas toujours rehaussé le niveau. Je vais vous donner un scoop, je vais vous expliquer le choix de l'année 1975. En fait, initialement, nous avions pensé 1976. Moi, je me rappelais de 1976 pour la chanson Gabriel, et monsieur le ministre, c'était plutôt pour Dancing Queen. Mais 1976 allait rappeler un mauvais souvenir aux députés Joannico et les poteaux carrés de Saint-Étienne. Donc nous n'avons pas retenu 76. Nous avons hésité avec 1983 et la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros. C'était une bonne année. Pour nous expliquer pourquoi la date de 1975 a été choisie, pourquoi c'est à ce moment-là que ça va basculer dans le moins bien pour des générations entières, vous nous sortez des tubes. Vous nous sortez des poteaux carrés de Saint-Étienne, vous nous sortez du Yannick Noah. C'est ça l'explication qu'on est en droit d'avoir quand on s'interroge sur le calendrier des réformes. C'est ça vos explications? Nous avons d'abord eu droit à l'obstruction belliqueuse, celle des invectives et des incidents de séance. Certains parmi vous ont déclaré « la République, c'est moi ». Eh bien moi, je vous dis que la République, c'est nous et vous, vous êtes rien. Ensuite, l'obstruction sémantique et typographique, celle des points-virgules et des changements de qualificatifs. Déjà, pour les jeunes, la précarité est devenue la norme avec la génération Uber.
avec des diplômes qui sont dévalorisés. Et enfin, moi, il y a une question. Pourquoi c'est le bazar? C'est une bazar pour des raisons de calendrier. Parce que ça fait 2 ans et demi qu'on attend cette réforme. On est passé par-dessus les négociations avec les syndicats. On a une étude d'impact qui est bâclée, qui arrive devant le Conseil d'État. Ça arrive devant l'Assemblée en procédure accélérée. On n'a toujours pas compris, depuis le début de ces débats, pourquoi c'est en procédure accélérée. Nous ne pouvons accepter de devoir examiner un projet de loi sur les retraites sans que nous ne sachions rien de son financement. Nous n'avons aucune idée de l'incidence financière de cette réforme, alors même que les retraites représentent plus de 320 milliards d'euros par an, 14% de la richesse nationale et 25% des impôts des Français. Vous avez redit votre attachement à cette réforme. Mais pourquoi, Monsieur le Premier ministre, vous enfermez dans un calendrier lié aux élections ? Pourquoi ça doit passer avant les municipales? Merci, monsieur Pourquoi Ruffin. on ne doit pas pouvoir attendre la fin de la conférence de financement? Toutes ces questions, elles ont été posées, reposées, re-reposées ici, et toujours aucun rapporteur, Merci aucun de conclure, ministre monsieur nous ont Ruffin. apporté de réponse. Pourquoi vous bloquez sur une date butoir qui crée les conditions d'une adoption profondément antidémocratique? Monsieur le Premier ministre, imaginez-vous qu'une réforme qui réécrit notre pacte social puisse ainsi être traitée, ainsi être liquidée? Nous vous appelons une fois encore solennellement à retirer ce texte pour créer les conditions d'un débat serein dans le pays. Nous ne pouvons pas non plus accepter l'amateurisme et l'improvisation permanente dont fait preuve ce gouvernement sur un sujet aussi essentiel qui va déterminer l'avenir de millions de Français. Il appartient, Monsieur le Président, à l'Assemblée nationale elle-même de faire vivre ce débat. Si ce débat vit et qu'il permet d'avancer dans de bonnes conditions, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais à partir d'un certain moment, il faut être clair. Nous nous sommes engagés sur ce système universel de retraite par répartition et par points. Engager le pays dans la voie de la réforme, c'est la mission de ce gouvernement. Et l'engagement du gouvernement, le fait majoritaire, ça existe. Comme vous le savez, le 49.3 est un outil constitutionnel et à ce stade, la Constitution n'a pas bougé, sauf erreur de ma part. La Constitution est là. Elle permet, à travers un article, d'engager la responsabilité du gouvernement. Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter. Et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. Le 49.3, c'est le passage en force sans vote. Le 49.3, c'est un texte qui sera adopté et qui n'est pas financé. Le 49.3, c'est aussi le fait tout simplement que des centaines de questions sur les agriculteurs, sur la pénibilité, sur les carrières longues et autres resteront sans réponse. Le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Mais dans le cas présent, c'est une toute autre utilisation qui en est faite. Le gouvernement a en effet une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le 49.3 est donc uniquement un moyen d'accélérer le vote de la loi en évitant les débats avec l'opposition. Mais est-ce que vous voulez accepter, quand vous êtes député de l'opposition, ce gouvernement qui est totalement, je crains de le dire parce que j'essaie en général de ne pas être excessif dans les termes que j'emploie, qui est totalement débordé par les événements. Il est débordé par le délitement de sa propre majorité, il est débordé par la situation sécuritaire, il est débordé par la crise sociale. Ce gouvernement est débordé. Et là, ils ont une majorité absolue. Ils ont des Playmobil qui lèvent le bras et qui votent comme ça, et ils vont utiliser quand même le 49.3. Ça, par contre, ça s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Quel leader croyez-vous que j'étais ? Je ne suis pas capable de les convaincre. Je ne suis pas capable d'aller devant les groupes pour leur dire « voilà comment il faut voter ». À main nue, sans artefact de procédure, uniquement en jouant mon rôle de responsable politique de premier plan. Alors il fallait donc que je dise aux Français que je n'arrive pas à convaincre mes parlementaires et que je leur colle un 49.3 sur le nez. C'est ça qu'il fallait que je fasse. Jamais.
Ils ont une super majorité, ils ont des députés Playmobil et ils utiliseraient le 49.3, ce serait incompréhensible. Conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution de 1958, et après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil des ministres du 29 février. Si La République En Marche n'a pas mis en place les conditions d'un débat serein et a préféré le 49.3, c'est donc avant tout par calcul électoral. J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite. Non pour mettre fin au débat, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Alors ça, il faut le dire, ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Le 49.3 permettrait de mettre fin à un épisode de non-débat et de rendre au Parlement sa fonction de faire la loi. Alors que ce qui se produit, c'est exactement l'inverse. C'est le 49.3 qui met fin au débat parlementaire, qui interdit qu'une partie des articles importants soient examinés dans l'hémicycle. C'est le 49.3 qui prive littéralement le Parlement de sa fonction de faire la loi, puisque la réforme des retraites ne fera même pas l'objet d'un vote dans l'hémicycle. Un 49.3 dégainé à la surprise générale, autorisé ce matin lors du Conseil des ministres, pourtant officiellement uniquement consacré au coronavirus. Pas un mot du Premier ministre à sa sortie, pas davantage au point de presse qui suit. Ce n'est qu'à 17h30, dans un hémicycle aux trois quarts vide, qu'Édouard Philippe monte à la tribune. Moi, il me semblait que le Conseil des ministres s'était réuni pour s'occuper de la très grave crise du coronavirus, mais je vois qu'en réalité, le cynisme du gouvernement a pris le dessus. C'est vrai que cette situation est indigne. Indigne parce que déclencher 49.3 un samedi soir, sachant que l'opposition a 24 heures pour déposer et faire signer une motion de censure, c'est tout à fait incorrect de leur part. Alors c'est légal, c'est destiné à interrompre momentanément le long chemin de croix de l'exécutif qu'est cette réforme des retraites. C'est sans risque immédiat, sauf celui de déplaire très fortement à l'opinion. Pourquoi prendre cette décision maintenant, aujourd'hui, en plein week-end, en pleine crise de coronavirus? Non, ça n'a aucun lien avec le coronavirus. Et puis Laurent, il ne faut pas être naïf, ils ont saisi une fenêtre de tir, persuadés que le coronavirus polarise l'intérêt, voire l'angoisse de l'opinion, et que finalement, dans ces conditions, le 49.3 passera plutôt inaperçu. Il n'y a plus aucun sujet autre que le coronavirus aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la réforme des retraites a disparu. Le 49.3 ne peut alors être vu que comme une nouvelle agression contre la démocratie, confirmant l'impression générale de dirigeants faisant peu de cas de l'avis du peuple. C'est pratique, ce 49.3, ça permet de se rappeler pourquoi ça ne sert pas à grand-chose d'aller voter. Continuez, Monsieur le Premier ministre. Ce gouvernement assume donc pleinement et totalement ses responsabilités. Nous le faisons pour le pays, nous le faisons pour l'intérêt général. Et c'est cette exigence qui m'a conduit à demander au Président de la République de m'autoriser à engager la responsabilité du gouvernement. Tout le monde garde son calme, personne ne répond aux provocations. Je disais donc. Et si vous persistez, la situation sera évoquée devant le bureau. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Car je suis convaincu que le texte qui a été élaboré collectivement est un bon texte pour notre pays et il est surtout un acte de confiance dans le dialogue. Je pense que les Français nous font profondément confiance pour Rien ne nous y fera renoncer, rien ne nous fera reculer. C'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi. Avec cette réforme, nous faisons d'abord le choix de revaloriser les pensions des plus vulnérables, de tous ceux que le système actuel pénalise et parfois de façon très dure. Parce que les relations sociales et les droits des salariés doivent progresser. Et qui peut dire ici que ce n'est pas un progrès social? Qui peut oser dire ici que ce ne serait pas un progrès social? Personne. Car c'est un progrès social. Parce qu'il est bon pour l'économie, parce qu'il est bon pour les entreprises, parce qu'il est bon pour les salariés et parce qu'il est bon pour les salariés. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral.
C'est un projet de loi qui comporte 65 articles. Faire un référendum sur un projet de loi d'une telle complexité, ça reviendrait en fait à faire 65 référendums. Ça me choque parce que, si vous voulez, déjà ils nous ont refusé le référendum sur la réforme des retraites et maintenant ils voudraient nous refuser le débat en réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'il puisse y avoir un débat parlementaire qui soit riche. Et dans une démocratie représentative, les députés, les sénateurs sont là pour relayer la voix des citoyens. Et donc, à travers leur débat, les citoyens aussi ont leur mot à dire. En refusant que ce débat ait lieu dans l'hémicycle, c'est le Parlement que vous piétinez, Monsieur le Premier ministre. Nous avions dit que nous avions prévu d'y consacrer 2 semaines. Nous y avons consacré un nombre d'heures inouï, près de 115 heures. Le 49-3, ce n'est pas la responsabilité de la République En Marche. Le 49-3, ce n'est pas la faute de la majorité unie et solidaire. Le 49-3, c'est vous. Allez, s'il vous plaît. C'est seulement vous. C'est entièrement vous. Vous êtes enfermés dans une opposition stérile et mon devoir et le devoir du gouvernement, c'est d'aller vite. Le pays a besoin de réformes, le pays a besoin d'avancer, le pays a besoin que nous soutenions la croissance, la compétitivité. Vous serez, dès demain matin, la risée du monde civilisé démocratique. Oui, parfaitement. Les grands rénovateurs, où ailleurs qu'en France et sous votre gouvernement, une loi au contenu inconnu, aux dispositions inconnues et réécrite par l'exécutif tout seul avant d'être adoptée sans vote. Dans quel autre pays une chose pareille est-elle possible ? Et aujourd'hui s'est installé dans notre société, et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Nous entendons retentir les sirènes des pompiers pyromanes, césarisme, déni de démocratie, pulsion totalitaire. Il en faut de l'audace et un certain culot pour oser ces procès. Mais aller en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. À quoi bon un parlement? À quoi bon un gouvernement? Vous êtes d'esprit dictateur. Vous ne supportez pas la contradiction. Vous êtes des technocrates hallucinés par leur vérité. Vous ne croyez pas à la vertu du dialogue. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Comment dire? Je pense que c'est sa servilité que le patronat est allé chercher. Et ils ont trouvé un type assez idéal. C'était un type qui y va, quoi. Et qui va pas lâcher parce qu'il est bête. Parce que c'est comme si vous mettez à la tête de la France, de la présidence, vous prenez un élève de première et vous lui dites, voilà, t'es président de la République, vas-y. Donc je veux dire, il a 4 clichés, 3 idées à la con et il va obéir. Et moi, je veux remercier Emmanuel Macron pour le travail qui a été le sien. Je veux dire, quand il vend les aéroports, quand il vend les barrages, je veux dire, ce mec, c'est pas son projet quand il était adolescent, il s'est pas dit un jour je vais vendre les aéroports. Enfin, c'est pas un projet, ça n'est pas un projet politique. C'est juste une obéissance au patronat de dire je vais vendre. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse, dites-moi ce qu'il faut que je vende, on y va. La tâche qui nous attend, mes chers concitoyens, est immense. Et le projet patronal, qui est la démolition des acquis de 45, qui est un projet qui est long, qui est difficile à faire, parce que péter la sécurité sociale, péter le régime général, plus exactement, pour revenir à l'ancien système, etc., c'est long. Ça fait 50 ans, 60 ans, il y a eu 85 attaques contre la sécurité sociale depuis qu'elle existe. Mais parce qu'elle n'est pas facile à défaire. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France.
Et donc là, ils ont trouvé le gars qui va aller jusqu'au bout parce que c'est juste un psychopathe. Et donc lui, il va y aller. Il va pas faire comme Juppé. Il va pas reculer en se disant bon là merde, je suis allé trop loin, ça devient compliqué. Il va pas faire ça. Son discours présidentiel là, c'était j'irai jusqu'au bout. Voilà, je suis là pour obéir, je vais obéir. Voilà. Parce que c'est notre projet.